Nous sommes au sommet de l'histoire humaine. Nous avons envoyé 4 astronautes plus loin que jamais en 50 ans, à exactement 405 000 km. Nous avons réussi. Mais le prix de ce succès pourrait bien être notre plus grande impuissance. Car en seulement 4 minutes, toute cette technologie sera réduite à néant. Lorsque la capsule entrera dans l'atmosphère, c'est là que l'ingénierie s'arrête. À cet instant, leur vitesse est de 40 000 km par heure, la température extérieure atteint 2760 degrés et leur seule protection, nacre, est un bouclier thermique endommagé lors de la mission Artemis 1. C'est pourquoi Houston, pendant 4 minutes, ne regardera qu'un écran vide, impuissant. Mais, le vrai paradoxe, vous savez ce que c'est ? Ou cette mission, qui doit nous permettre de retourner sur la Lune, pourrait aussi nous en séparer pour toujours. Quel genre de pari est-ce là ? Si vous aussi, vous voulez être témoin de cette lutte insensée de la technologie à la limite, alors abonnez-vous à la chaîne. Car dans un instant, vous allez voir comment une erreur d'ingénierie s'est transformée en une histoire d'héroïsme. Nous commençons. Pendant des années, nous avons pensé que le moment le plus effrayant d'un voyage spatial était le lancement. Cette fusée gigantesque s'élevant dans le ciel au milieu du feu et de la fumée semblait être la plus grande épreuve de l'humanité. Mais la véritable épreuve n'est pas celle-là, car aller dans l'espace n'est que la moitié du travail. La véritable épreuve, c'est de rentrer à la maison. Et ce soir, pour 4 astronautes, cette épreuve sera plus difficile que jamais, car le moment le plus critique de la mission Artemis 2 sera les 4 minutes les plus tendues de l'histoire de l'humanité. Pendant ces 4 minutes, ni Houston, ni Cap Kennedy, ni personne sur la planète ne saura si ces 4 astronautes sont en vie. Un silence absolu. Alors qu'est-ce qui rend ce silence si dangereux ? Le premier concept le plus difficile à saisir, la barrière de vitesse. La capsule Orion entrera dans l'atmosphère à une vitesse de 40 000 km par heure. Pensez à ce chiffre un instant, 11 km par seconde. Le temps de cligner des yeux, et vous aurez parcouru une distance de 11 km, c'est 44 fois plus rapide que la vitesse d'un avion de ligne. Mais l'énergie cinétique d'un objet se déplaçant à cette vitesse est équivalente à celle d'une bombe gigantesque. C'est pourquoi l'atmosphère n'est rien d'autre qu'un frein géant pour vous. Mais c'est un frein sans plaquette, car cette énergie doit bien aller quelque part. Et là où elle va, elle se transforme directement en chaleur. C'est pourquoi il n'y a qu'une seule façon de réduire à zéro cette vitesse colossale. Brûler. Mais brûler sans se consumer. Voilà le premier et le plus fondamental problème que l'ingénierie spatiale doit résoudre. Comment dissipez-vous cette énergie monumentale ? Car si vous entrez avec un angle incorrect, vous vous consumerez comme un météore dans l'atmosphère. Si vous entrez avec un angle trop faible, vous rebondirez sur l'atmosphère comme une pierre ricochant sur l'eau et vous vous perdrez dans le vide infini de l'espace. C'est pourquoi cette vitesse de 40 000 km n'est pas juste un chiffre. C'est une mesure qui montre à quel point la ligne entre la vie et la mort des astronautes est fine. Mais la chaleur n'est pas le seul problème créé par cette vitesse, car un deuxième concept entre en jeu, le blackout des communications. Lorsque la capsule pénètre dans les couches supérieures de l'atmosphère à une altitude d'environ 120 km, le frottement incroyable commence à ioniser l'air qui l'entoure, c'est-à-dire qu'il arrache les électrons de leurs atomes. Cela transforme l'air en une boule de plasma surchauffée et électriquement conductrice. Cette boule de feu enveloppe complètement la capsule, et c'est à ce moment-là que le silence commence. Car ce bouclier de plasma est comme un mur pour les ondes radio. Les signaux envoyés depuis Houston n'atteignent pas la capsule. Les signaux envoyés depuis la capsule n'arrivent pas non plus à Houston. Pendant 4 longues minutes, une déconnexion totale. Durant ce temps, le contrôle de mission ne reçoit aucune information sur la température, la pression ou l'orientation de la capsule. Toutes les données sur les écrans se figent aux dernières valeurs enregistrées avant le début du blackout. C'est pourquoi ces 4 minutes sont le moment le plus honnête d'une mission. Car il n'y a plus rien que l'ingénierie puisse faire. Les astronautes ne peuvent pas demander d'aide. Houston ne peut pas donner d'instructions. 4 humains descendent à l'intérieur d'une boule de feu, complètement isolés de l'humanité. Alors, dans ce moment de silence, quelle est la seule chose qui maintient les astronautes en vie ? La réponse à cette question nous amène au concept le plus critique,
Ce concept, c'est le bouclier sacrifié, le nom de ce disque géant qui recouvre la base de la capsule et la protège d'un enfer à 2760 degrés Celsius et Tafcoat. Cette température est presque 2 fois plus élevée que le point de fusion de l'acier. Mais ce bouclier n'est pas fait d'un matériau indestructible, comme vous pourriez le penser. Bien au contraire, car la mission du bouclier n'est pas de résister à la chaleur, mais de l'évacuer avec lui en se détruisant de manière contrôlée. C'est un bouclier ablatif, c'est-à-dire qu'il se sacrifie. Donc lorsqu'il est exposé à la chaleur, une résine plastique spéciale à la surface extérieure du bouclier se carbonise et s'évapore de manière contrôlée. Tout comme la transpiration refroidit notre corps, ce processus d'évaporation éloigne la majeure partie de la chaleur du bouclier lui-même et de la capsule. Cette idée est utilisée depuis les missions Apollo, car c'est le moyen le plus efficace de gérer une chaleur colossale. Mais ce système a une faiblesse, et la NASA le sait. Car lors de la mission sans équipage, Artemis 1, ce bouclier s'est comporté de manière inattendue. Pendant la carbonisation, de gros morceaux se sont détachés. Les analyses ont montré que des poches de gaz piégées à l'intérieur du matériau, lors de sa fabrication, se sont dilatées avec la chaleur, faisant exploser le bouclier de l'intérieur. Et c'est pourquoi Artemis 2 a décollé avec un bouclier connu pour être défectueux. Au lieu de redessiner le bouclier pour résoudre ce problème, les ingénieurs ont modifié la trajectoire de rentrée atmosphérique. Ils ont planifié une descente plus abrupte, car cela réduirait le temps d'exposition du bouclier à la chaleur. Nous saurons ce soir si cette théorie fonctionne. Dans ces 4 minutes de silence. Alors qu'avons-nous ? Une capsule sur le point de percuter la planète à 40 000 km/h. Un bouclier de plasma qui vous coupe complètement du reste du monde. Et un bouclier thermique connu pour être défectueux, qui a montré un comportement inattendu lors du test précédent. Ce ne sont que les facteurs externes de l'équation. Mais ce n'est pas tout, car le danger ne vient pas seulement de l'extérieur. Donc, que se passe-t-il exactement à l'intérieur de la capsule pour le corps humain assis dans ses sièges pendant ces 4 minutes ? Quelle est cette force impitoyable qui écrase les astronautes sur leurs sièges et les amène au bord de la perte de conscience ? Car dans ces 4 minutes de silence, une force invisible à l'intérieur essaie de vous tuer, tout autant que le feu à l'extérieur. Cette force, c'est la gravité elle-même. Et lorsque cette force écrasante, que les astronautes ont oubliée pendant 10 jours, revient pour prendre sa revanche. Et lorsque cette force écrasante, que les astronautes ont oubliée pendant 10 jours, revient pour prendre sa revanche. Cela a un nom, la force G. Cela ne signifie pas seulement que votre poids corporel augmente, cela signifie que chaque fibre de votre être est écrasée contre votre siège. Car sur la trajectoire d'Artemis 2, les forces de décélération atteindront 4 à 5 G, c'est-à-dire que chaque astronaute sera pressé contre son siège avec une force équivalente à 5 fois son propre poids. Pour un cœur habitué à flotter en microgravité pendant 10 jours, c'est un choc soudain. Le sang se précipite du cerveau vers les jambes. C'est pourquoi les astronautes appliquent une manœuvre spéciale pour combattre cette force. Donc ils contractent simultanément les muscles des jambes, de l'abdomen et de la poitrine pour maintenir le sang en haut, c'est-à-dire dans le cerveau. Mais ce n'est pas toujours suffisant, car la vision commence à se brouiller, tout comme lorsque vous vous levez rapidement et que votre tête tourne, mais des centaines de fois plus intensément. On appelle cela le grey-out. Si la force continue d'augmenter, le résultat est le G-lock, c'est-à-dire la perte de conscience induite par la force G. La perte de conscience du pilote même pour une seule seconde peut avoir des conséquences catastrophiques. C'est pourquoi ces sièges ne sont pas en position verticale, mais horizontale. Car cette position répartit la force G sur la région du dos, plus résistante. Et chaque détail fait partie d'une bataille menée contre cette loi physique impitoyable. Mais Ak Chokwan, ce n'est pas seulement un problème d'ingénierie moderne, car c'est un cauchemar qui est devenu réalité lors de l'une des missions les plus dramatiques de l'histoire de l'humanité. Le nom de ce cauchemar était Apollo 13. En avril 1970, 3 astronautes dont la mission avait échoué et qui tentèrent de rentrer sur Terre avec un vaisseau spatial endommagé se sont préparés à la rentrée atmosphérique. Le contrôle de mission s'attendait à un blackout de communication qui devait normalement durer 4 minutes. Mais 4 minutes passèrent. Silence. 5 minutes passèrent.
à Houston. On retenait son souffle, toujours le silence. À l'entrée de la 6e minute, tout le monde commençait à penser au pire, car ces 2 minutes supplémentaires avaient semblé aussi froides et infinies que le vide spatial. Puis, cette voix grésillante se fit entendre. Odyssey, Houston, over. Les 3 astronautes étaient en vie. Les analyses ont révélé qu'une petite déviation dans la trajectoire du véhicule endommagé, c'est-à-dire un angle d'entrée légèrement plus faible, avait prolongé la durée du plasma de 2 minutes. C'était une simple conséquence de la physique. Mais, pendant ces 2 minutes, personne à Houston ne pensait à la physique. Il ne pensait qu'à la mort. De plus, l'un de ses astronautes, Fred Hayes, luttait depuis des jours contre une infection rénale et une forte fièvre. Il a dû endurer ces 6 minutes d'enfer et les forces G écrasantes avec son corps affaibli et déshydraté. Donc c'est pourquoi pour l'équipage d'Artemis 2, ces risques ne sont pas un scénario de simulation. C'est un danger avéré, vécu par 3 hommes 56 ans avant eux. Et les derniers préparatifs contre ce danger commencent des heures avant la rentrée atmosphérique. C'est presque un rituel. Les astronautes enfilent leur combinaison orange spéciale, conçue pour les situations d'urgence. Ce n'est pas une précaution, c'est un protocole obligatoire, car si la pression de la cabine chute, ces combinaisons sont leur dernière chance de survie. Ensuite, les sièges sont reconfigurés. Ils passent de la position de lancement à la position de rentrée atmosphérique. C'est la position inclinée conçue pour répartir au mieux la force G. Et le moment le plus dramatique arrive. Le module de service, qui a fourni à la capsule l'énergie à la propulsion et la communication pendant 10 jours, se sépare de la capsule. À cet instant, la capsule Orion se retrouve orpheline, car elle ne compte plus que sur ses propres batteries, ses propres petits propulseurs et ce fameux bouclier thermique. Le module de service qui se sépare entre dans l'atmosphère sans aucune protection et se désintègre en flammes au-dessus du Pacifique en quelques secondes. C'est ce qui ne doit pas arriver à la capsule Orion. C'est pourquoi, dès que le module de service se sépare, la partie la plus vulnérable de la capsule, c'est-à-dire le bouclier thermique recouvert d'avcoate, est pour la première fois complètement exposé au vide de l'espace. Et à cet instant, la capsule change de direction. Elle tourne son point le plus sensible, c'est-à-dire son bouclier connu pour être défectueux, directement vers sa cible, c'est-à-dire la planète. C'est comme une invitation à un duel. Nous connaissons maintenant tous ces concepts. Une vitesse ahurissante de 40 000 km/h. Un nuage de plasma incandescent qui coupe toute communication. Un bouclier qui fonctionne en se sacrifiant mais qui a montré des fissures lors du test précédent. Et les forces G, impitoyables, qui poussent le corps des astronautes au bord de la perte de conscience. Lorsque vous combinez tout cela avec l'héritage terrifiant laissé par Apollo 13, la tension du tableau devient évidente. Nous comprenons maintenant pourquoi cette mission n'est pas juste un vol spatial. C'est une lutte pour la survie mesurée en secondes contre les lois les plus impitoyables de la physique. Mais la théorie s'arrête ici. Car ce soir, les calculs, les modèles et les simulations n'auront plus aucune signification. Que se passera-t-il exactement, seconde par seconde, pendant ces 4 minutes de silence absolu? Que verront les astronautes en regardant par leurs hublots? Que ressentiront les contrôleurs de Houston en regardant leurs écrans figés? Et surtout, ce bouclier remplira-t-il vraiment sa mission? Car lorsque le chronomètre indiquera 0 et que le plasma engloutira la capsule, lorsque les écrans de Houston se figeront, à cet instant, ça commence. Car lorsque le chronomètre indique 0 et que le plasma engloutit la capsule, lorsque les écrans de Houston se figent, à cet instant, c'est la fin de la théorie. Les calculs ne sont plus que des souvenirs, les modèles sont des espoirs, il ne reste que la physique. Et le premier acte de cette physique s'ouvre à la seconde 0, le silence absolu. La capsule est complètement engloutie par le plasma. Le contrôleur des communications à Houston prononce ces 2 mots sans aucune émotion dans la voix, blackout confirmé. Le directeur de vol note l'heure de ce moment dans son journal, parce que le protocole l'exige et parce qu'à partir de cet instant, la seule chose à faire est de commencer à compter les minutes. La seule chose visible par les hublots de la capsule est le feu. Cela ne ressemble à aucun feu que nous connaissons. C'est un enfer silencieux et vrombissant, passant de l'orange au jaune, puis presque au blanc. Les 4 astronautes y sont complètement coupés du reste de l'humanité. C'est un moment qui ne devrait pas exister. Car dans le monde moderne, la solitude absolue est impossible. Mais, pas pour eux.
Pour eux, c'est une réalité qui durera 4 minutes. Mais le vrai choc arrive maintenant. Première minute, le pic thermique. La température à la surface extérieure du bouclier atteint son point le plus élevé, exactement 2760 degrés Celsius. Il est presque impossible de donner un sens à ce chiffre, car l'acier fond à 1500 degrés. Même le tungstène, l'un des métaux les plus résistants de la planète, se liquéfie à 3400 degrés. Le bouclier de la capsule Orion est exposé à une température qui ferait fondre presque tous les métaux connus. C'est pourquoi le bouclier Havcoat subit à ce moment son test le plus dangereux, car ce n'est pas seulement un test de température, c'est un test d'intégrité. Ces minuscules poches de gaz qui ont fait exploser le bouclier de l'intérieur lors de la mission Artemis 1 se dilatent maintenant exactement à cette température. La pression à l'intérieur de ces poches atteint son apogée. Les calculs des ingénieurs prévoyaient que la nouvelle trajectoire maintiendrait cette pression sous contrôle. Mais ce n'était qu'une hypothèse. La validité de cette hypothèse se décide précisément à cette seconde, dans ce processus de carbonisation que personne ne peut voir, que personne ne peut influencer. Si un seul morceau se détache au mauvais endroit, cet enfer à 2760 degrés trouvera un moyen de s'infiltrer. C'était un risque qui ne devait pas être pris. Mais la NASA a pris ce risque, et c'est précisément à cet instant que l'on saura si le prix de ce risque sera payé. Et comme si cela ne suffisait pas, 1 minute et demie. Le pic physique, l'enfer extérieur se rue maintenant à l'intérieur, mais pas sous forme de feu, sous forme de poids. Les forces de décélération atteignent leur point culminant. 4, peut-être 5 G. Le corps de chaque astronaute est écrasé contre son siège avec une force équivalente à 5 fois son poids normal. Pour un corps habitué à l'apesanteur pendant 10 jours, c'est un choc insupportable. Le sang est attiré du cerveau vers les jambes. Donc les astronautes contractent consciemment tous leurs muscles pour lutter contre cette force. Les jambes, l'abdomen, la poitrine. C'est la manœuvre M1 conçue pour prévenir la perte de conscience due à la force G. Mais c'est une guerre, car leurs corps commencent à les trahir. D'abord, leur champ de vision se rétrécit, les couleurs s'estompent, puis tout devient gris, c'est le grey-out, le dernier avertissement avant la perte de conscience. Car s'ils perdent leur résistance, ne serait-ce qu'une seconde de plus, leur cerveau ne recevra pas assez de sang et ils perdront complètement connaissance. C'est une limite biologique qui ne devrait pas être franchie, car le pire moment pour se réadapter à la gravité, c'est précisément celui-ci, en plein milieu de cet enfer de 4 minutes, deuxième minute, le tournant. La capsule a traversé la couche atmosphérique la plus dense. Le pic thermique est derrière eux. Les forces de décélération commencent à diminuer. En bref, le pire est passé, du moins en théorie. Mais ce n'est pas un moment de soulagement, car c'est peut-être le moment le plus tendu, car si le bouclier a tenu jusqu'ici, il tiendra probablement le reste du chemin. Mais ce n'est qu'une possibilité, pas une certitude. Et pour les contrôleurs de Houston, rien n'a changé. Leurs écrans sont toujours figés, les chiffres sont toujours les mêmes, le silence persiste. La bataille n'est plus seulement physique, elle est maintenant entièrement psychologique, car le compte à rebours continue. Mais, cette fois, vers la fin, 3e minute, la lueur aveuglante aux hublots commence à diminuer. Donc les astronautes commencent à voir le ciel bleu sur les bords du feu. La capsule est maintenant au-dessus de l'océan Pacifique, entrant dans la zone des parachutes. Elle est encore très rapide, mais sa vitesse est désormais contrôlable. À Houston, tout le monde regarde sa montre. Il reste moins d'1 minute avant la fin estimée du blackout. Mais, et si cette durée se prolongeait, tout comme pour Apollo 13, ces 2 minutes de silence supplémentaires avaient fait vivre l'enfer à Houston. C'est pourquoi personne ne respire facilement, car une seule chose déterminera la fin de cette histoire, un son provenant de la radio, ou son absence. Donc, le silence absolu qui a commencé à la seconde 0. Le feu de l'enfer à 2760 degrés à la première minute. La force impitoyable de 5G qui écrase le corps à 1 minute et demie. Et cette attente angoissante qui a commencé après la 2e minute. Ils ont passé toutes ces étapes. Mais la mission n'est pas encore terminée, car le moment le plus critique n'est pas le silence lui-même, mais la façon dont il se termine. Que se passera-t-il dans cette dernière minute ?
Lorsque ce plasma se dissipera complètement et que les ondes radio retrouveront leur chemin, quel sera le premier son à atteindre Houston ? Sera-ce une confirmation calme des astronautes comme prévu, ou l'héritage terrible laissé par Apollo 13 renaîtra-t-il ce soir ? Car la fin du silence peut parfois être plus terrifiante que son début, surtout lorsque le son attendu n'arrive pas au moment attendu et que ce silence commence à s'étirer seconde après seconde. Et lorsque ce silence commence à s'étirer seconde après seconde, il y a 2 scénarios, seulement 2, et un gouffre les sépare. Le premier scénario, c'est celui que la NASA a planifié, ce qui doit arriver. Environ 3 minutes et demie à 4 minutes et demie après le début du blackout, un grésillement se fait d'abord entendre à la radio, puis des bribes de voix compréhensibles, et enfin, le son attendu. Le communicateur de capsule à Houston, CHA, aussi appelé Capcom, prononce la phrase standard dite à chaque rentrée atmosphérique. Cette phrase est en soi un contrôle du système, et la réponse de l'équipage est la confirmation que tout va bien. Ils n'ont pas besoin de dire qu'ils vont bien, car le simple fait de répondre signifie qu'ils vont bien. C'est le premier signe de sortie d'un enfer qui n'aurait pas dû exister. Non, car à cet instant, l'un des moments les plus critiques de l'histoire de l'humanité s'est conclu avec succès. Mais la véritable découverte commence juste après ce son, car à cet instant, un tsunami de données déferle sur le centre de contrôle de la mission. Toutes les données de télémétrie enregistrées par l'ordinateur de la capsule pendant ces 4 minutes de silence commencent à affluer instantanément vers Houston. Les données de température du bouclier thermique, les valeurs de température de pointe, les taux d'usure de l'AFCOAT, et le plus important, les preuves sur la façon dont ce matériau défectueux qui a posé problème sur Artemis 1 s'est comporté cette fois-ci. Ces données sont encore plus importantes que la survie de l'équipage, du moins pour l'avenir du programme. Non, car ces chiffres détermineront si Artemis 3 pourra ou non se poser sur la Lune. Ces données diront si la décision de la NASA de changer la trajectoire plutôt que de redessiner le bouclier était la bonne. Était-ce une décision d'ingénierie audacieuse ou un pari dangereux qui a bien tourné ? La réponse à cette question est cachée dans ces paquets de données, et cette réponse sera révélée ce soir. Pourtant, lorsque le travail du bouclier est terminé, la mission n'est pas finie, car c'est maintenant le début d'une symphonie en 11 parties, le système de parachute. C'est le système de parachute le plus complexe jamais utilisé sur une capsule spatiale, car la marge d'erreur est de 0. D'abord, à une altitude d'environ 8 km, 2 petits parachutes pilotes sont éjectés. Leur mission n'est pas de ralentir la capsule. Leur mission est de stabiliser la capsule et de la mettre dans la bonne position pour la phase suivante. Juste après, 2 parachutes de freinage, aussi appelés drogues, de 6 mètres de diamètre chacun, se déploient. Ces parachutes réduisent la vitesse de la capsule d'environ 500 km/h à une vitesse plus gérable. Cette phase est celle où les parachutes subissent les forces de décélération les plus extrêmes. Et enfin, les 3 parachutes principaux géants se déploient, chacun à un diamètre de plus de 30 mètres, la taille d'un terrain de football. Lorsque ces 3 parachutes sont entièrement déployés, la vitesse de la capsule tombe à 25 à 30 km/h. C'est la vitesse d'un homme qui court vite, et c'est la fin d'un voyage qui a commencé à 40 000 km/h. La seule faiblesse que ce système ne devrait pas avoir est sa complexité, car les 11 pièces doivent fonctionner avec un timing parfait. Et ce deuxième scénario, le scénario dont personne ne veut parler. Le silence se prolonge. 4 minutes et demie, 5 minutes, tout comme pour Apollo 13. Les contrôleurs de Houston commencent à regarder leur montre plus souvent. Le directeur de vol fait le point avec les équipes de communication et des systèmes électriques. Chaque 30 secondes supplémentaires augmente la tension dans la pièce de manière exponentielle, car les options diminuent à chaque minute qui passe, et à un moment donné, cette décision est prise, les protocoles de recherche et de sauvetage sont activés. Mais ce n'est pas une recherche pour secourir des astronautes qui ont améri. C'est une recherche désespérée pour trouver les signaux ou les débris de la capsule. Si quelque chose a terriblement mal tourné lors de la rentrée atmosphérique, ces protocoles existent, la NASA est également préparée à des choses qu'elle ne souhaite pas. Mais la différence entre l'activation ou non de ces protocoles se décide à la fin de ces 4 minutes de silence. Soit une voix arrive, soit le silence continue. Et ce silence est la réponse la plus terrible. Si tout se passe bien,
Si les parachutes font leur travail, la capsule amérit dans l'océan Pacifique. Mais ce n'est pas un amérissage en douceur comme dans les films. Frapper l'eau à 30 km/h reste un impact brutal. C'est le dernier choc de la mission. Et après cet impact, les astronautes commencent à tanguer sur les vagues de l'océan. Leur système vestibulaire, qui a tenté de s'adapter à la pesanteur pendant 10 jours, puis à une force de 5G, et maintenant, au roulis de la mer, se rebelle. Les nausées font naturellement partie de ce processus. Et puis, les équipes de sauvetage arrivent. Des hélicoptères, des plongeurs spécialement formés. Ils vérifient d'abord s'il y a des gaz toxiques autour de la capsule. Et lorsque tout est sécurisé, ils ouvrent cette porte. La porte qui s'ouvre vers l'extérieur, ce que Gus Grissom avait demandé avant de mourir dans l'incendie d'Apollo 1 en 1967, mais qu'il n'avait pas eu, car même la conception de cette porte est la leçon d'une tragédie. Mais comment tous ces systèmes complexes, ce matériel incroyable, cette technologie dont dépendent tant de vies, fonctionnent-ils exactement ? Ou comment le matériau à l'intérieur de ce bouclier transforme-t-il le feu en une bénédiction ? Avec quel génie mécanique ces 11 parachutes se déploient-ils les uns après les autres, à la seconde près ? Car derrière la survie à cet enfer se cachent les secrets les plus incroyables de l'intelligence humaine. Et certains de ces secrets sont si simples que... Mais comment tous ces systèmes complexes, ce matériel incroyable, cette technologie dont dépendent tant de vies, fonctionnent-ils exactement ? Comment le matériau à l'intérieur de ce bouclier transforme-t-il le feu en une bénédiction ? Et certains de ces secrets sont si simples que nous ralentissons maintenant, car le secret pour survivre à cet enfer de 4 minutes ne réside pas dans la force brute, mais dans des principes physiques intelligemment conçus. Et il est temps de comprendre non pas le quoi, mais le comment. Nous plongeons au plus profond de la théorie, dans les solutions les plus élégantes de l'ingénierie. Commençons par le premier et le plus important mécanisme, le bouclier thermique ablatif, l'AFCOAT. Le principe de fonctionnement de ce bouclier est complètement contre-intuitif, car pour protéger quelque chose du feu, vous le recouvrez de quelque chose d'encore plus inflammable. Tout comme notre corps se refroidit en transpirant par une chaude journée, le bouclier AFCOAT refroidit la capsule en se détruisant de manière contrôlée. Ce processus repose sur une réaction chimique appelée pyrolyse. Le bouclier est un mélange de matériaux comme la résine époxy et la fibre de verre. Dès lors que la capsule entre dans l'atmosphère et que la température atteint des niveaux ahurissants comme 2760 degrés Celsius, cette résine sur la couche la plus externe du bouclier ne se liquéfie ni ne fond. Elle se transforme directement en gaz. Cette décomposition chimique absorbe une quantité énorme d'énergie thermique. Ces gaz chauds ainsi formés sont projetés de la capsule vers l'extérieur, c'est-à-dire dans le flux de plasma. Cela crée une zone tampon de gaz entre la surface du bouclier et le plasma infernal à l'extérieur. Cette couche de gaz agit comme une isolation supplémentaire, rendant encore plus difficile pour la chaleur d'atteindre le bouclier solide. Ainsi, le bouclier ne se contente pas de bloquer la chaleur comme un mur, il l'emporte activement avec lui. Il ne reste qu'une couche carbonisée de quelques centimètres d'épaisseur. Cette méthode est fondamentalement différente des tuiles en céramique utilisées par la navette spatiale, dont par exemple. Les tuiles de la navette étaient conçues pour isoler la chaleur, c'est-à-dire la bloquer, et étaient réutilisables, mais elles étaient très fragiles. L'AFCOAT est à usage unique, mais beaucoup plus robuste et efficace, car il ne voit pas la chaleur comme un ennemi. Il la transforme en un outil qu'il utilisera pour se protéger. Il utilise le feu contre le feu. Mais avoir le bon bouclier n'est qu'une partie de l'équation, car il existe un deuxième mécanisme qui détermine combien de temps et à quelle intensité ce bouclier sera exposé au feu, la trajectoire de rentrée atmosphérique. On peut comparer la rentrée atmosphérique à faire des ricochets avec une pierre sur un lac. Si vous lancez la pierre dans l'eau avec un angle trop prononcé, elle coule instantanément. Si vous la lancez avec un angle trop faible, elle rebondit plusieurs fois sur la surface de l'eau puis s'éloigne. L'atmosphère est exactement comme cette surface de l'eau. La capsule Orion, en entrant dans l'atmosphère à une altitude d'environ 120 km, doit viser un couloir invisible de seulement quelques dizaines de kilomètres de large. Si elle tombe en dessous de ce couloir, c'est-à-dire si elle entre avec un angle trop prononcé, la friction atmosphérique sera si intense que même le meilleur bouclier ne pourra y résister et la capsule brûlera. Si elle passe au-dessus du couloir,
c'est-à-dire si elle entre avec un angle trop faible, c'est car elle sera éjectée de l'atmosphère comme par une catapulte et se perdra dans les profondeurs de l'espace. Aucune chance de retour. C'est exactement ce que les ingénieurs de la NASA ont fait après le problème de bouclier d'Artemis 1. Ils ont changé le chemin à l'intérieur de ce couloir. Apollo 13 avait délibérément suivi une orbite plus faible pour réduire la force G sur les corps affaiblis de l'équipage. Mais le prix à payer fut que le blackout de communication passa de 4 à 6 minutes, c'est-à-dire une exposition plus longue à la chaleur. Pour Artemis 2, les ingénieurs ont fait exactement le contraire. Pour protéger un bouclier potentiellement défectueux, ils ont tracé une trajectoire plus abrupte, plus agressive. Cela signifiait que la capsule serait soumise à des forces G plus élevées. Mais cela réduirait également le temps pendant lequel le bouclier serait exposé à ces températures maximales. Les ingénieurs ont donc fait un compromis. Pour augmenter la durabilité du bouclier, ils ont choisi de pousser davantage la résistance des astronautes. Ce n'était pas un pari, mais un risque calculé, car cette trajectoire a été conçue pour permettre à ces poches de gaz potentielles à l'intérieur du bouclier de passer le pic de chaleur avant d'atteindre une pression destructrice, ce qui nous amène directement au troisième et plus humain des mécanismes, la gestion de la force G. Exposer le corps d'un astronaute à une force de 4 à 5 G, ce n'est pas simplement le rendre plus lourd, c'est repousser les limites de la biologie. Et vous pouvez imaginer cela comme monter dans les montagnes russes les plus folles de votre vie. Mais cette force ne dure pas quelques secondes, mais plusieurs minutes, et écrase chaque cellule de votre corps. Sous cette force, votre sang s'accumule littéralement dans vos pieds, car le cœur, habitué à la pesanteur depuis 10 jours, doit soudainement pousser une masse 5 fois supérieure à son propre poids vers le haut pour pomper le sang vers le cerveau. C'est pourquoi les sièges de la capsule Orion ne sont pas verticaux comme dans une voiture. Les astronautes sont en position horizontale, sur le dos, car cette conception répartit cette force écrasante sur la région du dos, moins sensible et plus large. Elle élimine la pression mortelle sur la colonne vertébrale et le cou. Mais ce n'est que la solution matérielle. Il y a aussi une solution logicielle, l'humain. Les astronautes sont spécialement entraînés pour ces moments, avec une technique connue sous le nom de manœuvre M1. Ils contractent et relâchent rythmiquement les muscles des jambes, de l'abdomen et de la poitrine. Cela empêche le sang de s'accumuler dans la partie inférieure du corps et assure que les organes vitaux, et surtout le cerveau, continuent d'être irrigués. C'est donc un système où la machine et l'humain travaillent en parfaite harmonie. Les sièges répartissent la force. L'humain, lui, gère le flux sanguin. Car si les deux ne travaillent pas ensemble, le résultat est d'abord le grey out, la vision qui se brouille, puis le G-lock, la perte de conscience induite par la force G. Et un astronaute qui perd connaissance au milieu de cet enfer de 4 minutes pourrait ne plus jamais se réveiller. C'est pourquoi ce mécanisme est conçu pour prévenir non seulement le feu extérieur, mais aussi l'effondrement biologique à l'intérieur. Donc, un bouclier qui éteint le feu avec le feu, une trajectoire aussi précise que le ricochet d'une pierre, et des manœuvres biologiques combinées à des sièges qui maintiennent le corps humain à ses limites. Ces 3 mécanismes sont les piliers fondamentaux de la rentrée atmosphérique. Mais ce ne sont que des pièces du tableau d'ensemble, car chacun de ces systèmes repose sur des centaines de sous-systèmes, de capteurs et d'algorithmes informatiques. Comment ce balai complexe de 11 parachutes fonctionne-t-il à la seconde près ? Que calculent exactement les ordinateurs de la capsule pendant ces 4 minutes de silence et quelles micro-corrections effectuent-ils ? Et surtout, comment les leçons tirées des moments quasi catastrophiques des missions Apollo ont-elles façonné ces systèmes modernes ? Car le secret pour ramener un vaisseau spatial ne réside pas seulement dans les grandes pièces, mais aussi dans les détails invisibles mais vitaux qui les relient, et le plus incroyable de ces détails. Et le plus incroyable de ces détails se déroule dans le cerveau de la capsule pendant ces 4 minutes de silence. Car la capsule Orion n'est pas complètement aveugle et sourde pendant ce blackout de communication. Bien au contraire. À ces moments-là, elle est plus éveillée que jamais, ce qui nous amène au 4e mécanisme, le guidage et le contrôle autonome. Et pendant ces 4 minutes, la capsule ne peut pas parler à Houston, mais elle se parle à elle-même.
Elle dispose d'un ordinateur de vol qui traite des milliers de fois par seconde les données provenant de centaines de capteurs. C'est comme le pilote automatique d'un avion moderne, mais dans une version beaucoup plus avancée. Ce système surveille en permanence les oscillations, les rotations et les déviations de la capsule dans l'atmosphère, et à la moindre déviation, il intervient instantanément. Il le fait à l'aide de petits propulseurs à fusée placés autour de la capsule. Ces propulseurs éjectent du gaz d'azote pour effectuer des micro-corrections dans la position de la capsule. Ils s'assurent ainsi que le bouclier thermique reste toujours à l'angle exact où il doit être. Une déviation d'un seul degré par rapport à cet angle pourrait entraîner une surchauffe de certaines parties du bouclier et conduire à une catastrophe. C'est pourquoi ce système autonome n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue. Dans les missions Apollo, une partie de ces corrections était effectuée manuellement par les pilotes. Mais, sur Orion, ce processus est presque entièrement automatique, car les ordinateurs peuvent réagir beaucoup plus rapidement et précisément que les humains, surtout quand cet humain essaie de ne pas perdre connaissance sous une force de 5G. Ce système est l'ange gardien invisible des astronautes pendant ce moment de silence. Sans même qu'ils s'en rendent compte, il les maintient en vie en peaufinant les réglages de la capsule, car pendant ces 4 minutes, il n'y a pas de droit à l'erreur. Et les ordinateurs ne font jamais d'erreur. Du moins, on espère qu'ils n'en feront pas. Mais, lorsque la capsule ralentit et que l'enfer de plasma est derrière elle, la mission ne s'arrête pas. Bien au contraire. Une nouvelle phase, tout aussi critique, commence. C'est le 5e et peut-être le plus complexe des mécanismes, le système de déploiement des parachutes. Il ne s'agit pas simplement d'ouvrir quelques parachutes, c'est un ballet délicatement chorégraphié, où 11 événements distincts se déroulent dans une synchronisation parfaite. Tout commence à une altitude d'environ 8 km, avec le lancement par une explosion pyrotechnique de 2 petits parachutes pilotes. Le diamètre de ces parachutes n'est que d'1,5 m. Non, leur mission n'est pas de ralentir la capsule, mais de l'orienter dans la bonne direction et de la stabiliser. C'est comme un danseur qui trouve son équilibre avant un grand saut. Une fois que les parachutes pilotes ont fait leur travail, 2 parachutes de freinage, les drogues, de 6 mètres de diamètre chacun, entrent en action. Ils coupent la vitesse de la capsule, qui tombe à près de 500 km/h, comme un frein d'urgence. Ces parachutes doivent résister à une tension énorme. C'est pourquoi, lors des tests de développement, ils ont été délibérément poussés jusqu'à la défaillance, car les ingénieurs devaient connaître précisément leurs limites de résistance. Lorsque les parachutes de freinage ont ralenti et stabilisé la capsule, la phase finale et la plus spectaculaire arrive. Il y a 3 parachutes principaux géants de plus de 30 mètres de diamètre, chacun se déploie successivement. Ces parachutes sont si grands que chacun pourrait couvrir un terrain de football, et la partie la plus ingénieuse de ce système est la philosophie de la redondance. Orion peut amérir en toute sécurité avec seulement 2 de ces 3 parachutes principaux. Dans certains scénarios, même un seul parachute principal offre une chance de survie. C'est une leçon tirée d'un incident survenu lors de la mission Apollo 15. Lors de cette mission, l'un des 3 parachutes principaux ne s'était pas déployé. Mais la capsule avait quand même atterri en toute sécurité, car le système était conçu pour tolérer une défaillance. Sur Orion, cette philosophie a été poussée encore plus loin. C'est pourquoi ce système en 11 parties n'est pas seulement une merveille d'ingénierie, mais aussi un monument aux leçons apprises des erreurs passées. Minutes et demie, 5 minutes, tout comme pour Apollo 13. Les contrôleurs de Houston commencent à regarder leur montre plus souvent. Le directeur de vol fait le point avec les équipes de communication et des systèmes électriques. Chaque 30 secondes supplémentaires augmente la tension dans la pièce de manière exponentielle, car les options diminuent à chaque minute qui passe, et à un moment donné, cette décision est prise, les protocoles de recherche et de sauvetage sont activés. Mais ce n'est pas une recherche pour secourir des astronautes qui ont améri. C'est une recherche désespérée pour trouver les signaux ou les débris de la capsule. Si quelque chose a terriblement mal tourné lors de la rentrée atmosphérique, ces protocoles existent, la NASA est également préparée à des choses qu'elle ne souhaite pas. Mais la différence entre l'activation ou non de ces protocoles se décide à la fin de ces 4 minutes de silence. Soit une voix arrive, soit le silence continue. Et ce silence est la réponse la plus terrible. Si tout se passe bien, si les parachutes font leur travail, la capsule amérit dans l'océan Pacifique. Mais
Ce n'est pas un amérissage en douceur comme dans les films. Frapper l'eau à 30 km/h reste un impact brutal. C'est le dernier choc de la mission. Et après cet impact, les astronautes commencent à tanguer sur les vagues de l'océan. Leur système vestibulaire, qui a tenté de s'adapter à l'apesanteur pendant 10 jours, puis à une force de 5G, et maintenant, au roulis de la mer, se rebelle. Les nausées font naturellement partie de ce processus. Et puis, les équipes de sauvetage arrivent. Des hélicoptères, des plongeurs spécialement formés. Ils vérifient d'abord s'il y a des gaz toxiques autour de la capsule. Et lorsque tout est sécurisé, ils ouvrent cette porte. La porte qui s'ouvre vers l'extérieur, ce que Gus Grissom avait demandé avant de mourir dans l'incendie d'Apollo 1 en 1967, mais qu'il n'avait pas eu, car même la conception de cette porte est la leçon d'une tragédie. Mais comment tous ces systèmes complexes, ce matériel incroyable, cette technologie dont dépendent tant de vies, fonctionnent-ils exactement ? Ou comment le matériau à l'intérieur de ce bouclier transforme-t-il le feu en une bénédiction ? Avec quel génie mécanique ces 11 parachutes se déploient-ils les uns après les autres, à la seconde près ? Car derrière la survie à cet enfer se cachent les secrets les plus incroyables de l'intelligence humaine. Et certains de ces secrets sont si simples que... Mais comment tous ces systèmes complexes, ce matériel incroyable, cette technologie dont dépendent tant de vies, fonctionnent-ils exactement ? Comment le matériau à l'intérieur de ce bouclier transforme-t-il le feu en une bénédiction ? Et certains de ces secrets sont si simples que nous ralentissons maintenant. Car le secret pour survivre à cet enfer de 4 minutes ne réside pas dans la force brute, mais dans des principes physiques intelligemment conçus. Et il est temps de comprendre non pas le quoi, mais le comment. Nous plongeons au plus profond de la théorie, dans les solutions les plus élégantes de l'ingénierie. Commençons par le premier et le plus important mécanisme, le bouclier thermique ablatif, l'AFCOAT. Le principe de fonctionnement de ce bouclier est complètement contre-intuitif, car pour protéger quelque chose du feu, vous le recouvrez de quelque chose d'encore plus inflammable. Tout comme notre corps se refroidit en transpirant par une chaude journée, le bouclier AFCOAT refroidit la capsule en se détruisant de manière contrôlée. Ce processus repose sur une réaction chimique appelée pyrolyse. Le bouclier est un mélange de matériaux comme la résine époxy et la fibre de verre. Dès lors que la capsule entre dans l'atmosphère et que la température atteint des niveaux ahurissants comme 2760 degrés Celsius, cette résine sur la couche la plus externe du bouclier ne se liquéfie ni ne fond. Elle se transforme directement en gaz. Cette décomposition chimique absorbe une quantité énorme d'énergie thermique. Ces gaz chauds ainsi formés sont projetés de la capsule vers l'extérieur, c'est-à-dire dans le flux de plasma. Cela crée une zone tampon de gaz entre la surface du bouclier et le plasma infernal à l'extérieur. Cette couche de gaz agit comme une isolation supplémentaire, rendant encore plus difficile pour la chaleur d'atteindre le bouclier solide. Ainsi, le bouclier ne se contente pas de bloquer la chaleur comme un mur, il l'emporte activement avec lui. Il ne reste qu'une couche carbonisée de quelques centimètres d'épaisseur. Cette méthode est fondamentalement différente des tuiles en céramique utilisées par la navette spatiale, dont par exemple. Les tuiles de la navette étaient conçues pour isoler la chaleur, c'est-à-dire la bloquer, et étaient réutilisables, mais elles étaient très fragiles. L'AFCOAT est à usage unique, mais beaucoup plus robuste et efficace, car il ne voit pas la chaleur comme un ennemi. Il la transforme en un outil qu'il utilisera pour se protéger. Il utilise le feu contre le feu. Mais avoir le bon bouclier n'est qu'une partie de l'équation, car il existe un deuxième mécanisme qui détermine combien de temps et à quelle intensité ce bouclier sera exposé au feu, la trajectoire de rentrée atmosphérique. On peut comparer la rentrée atmosphérique à faire des ricochets avec une pierre sur un lac. Si vous lancez la pierre dans l'eau avec un angle trop prononcé, elle coule instantanément. Si vous la lancez avec un angle trop faible, elle rebondit plusieurs fois sur la surface de l'eau puis s'éloigne. L'atmosphère est exactement comme cette surface de l'eau. La capsule Orion, en entrant dans l'atmosphère à une altitude d'environ 120 km, doit viser un couloir invisible de seulement quelques dizaines de kilomètres de large. Si elle tombe en dessous de ce couloir, c'est-à-dire si elle entre avec un angle trop prononcé, la friction atmosphérique sera si intense que même le meilleur bouclier ne pourra y résister et la capsule brûlera. Si elle passe au-dessus du couloir,
c'est-à-dire si elle entre avec un angle trop faible, elle sera éjectée de l'atmosphère comme par une catapulte et se perdra dans les profondeurs de l'espace. Aucune chance de retour. C'est exactement ce que les ingénieurs de la NASA ont fait après le problème de bouclier d'Artemis 1. Ils ont changé le chemin à l'intérieur de ce couloir. Apollo 13 avait délibérément suivi une orbite plus faible pour réduire la force G sur les corps affaiblis de l'équipage. Mais le prix à payer fut que le blackout de communication passa de 4 à 6 minutes, c'est-à-dire une exposition plus longue à la chaleur. Pour Artemis 2, les ingénieurs ont fait exactement le contraire. Pour protéger un bouclier potentiellement défectueux, ils ont tracé une trajectoire plus abrupte, plus agressive. Cela signifiait que la capsule serait soumise à des forces G plus élevées. Mais cela réduirait également le temps pendant lequel le bouclier serait exposé à ces températures maximales. Les ingénieurs ont donc fait un compromis. Pour augmenter la durabilité du bouclier, ils ont choisi de pousser davantage la résistance des astronautes. Ce n'était pas un pari, mais un risque calculé, car cette trajectoire a été conçue pour permettre à ces poches de gaz potentielles à l'intérieur du bouclier de passer le pic de chaleur avant d'atteindre une pression destructrice, ce qui nous amène directement au troisième et plus humain des mécanismes, la gestion de la force G. Exposer le corps d'un astronaute à une force de 4 à 5 G, ce n'est pas simplement le rendre plus lourd, c'est repousser les limites de la biologie. Et vous pouvez imaginer cela comme monter dans les montagnes russes les plus folles de votre vie. Mais cette force ne dure pas quelques secondes, mais plusieurs minutes, et écrase chaque cellule de votre corps. Sous cette force, votre sang s'accumule littéralement dans vos pieds, car le cœur, habitué à la pesanteur depuis 10 jours, doit soudainement pousser une masse 5 fois supérieure à son propre poids vers le haut pour pomper le sang vers le cerveau. C'est pourquoi les sièges de la capsule Orion ne sont pas verticaux comme dans une voiture. Les astronautes sont en position horizontale, sur le dos, car cette conception répartit cette force écrasante sur la région du dos, moins sensible et plus large. Elle élimine la pression mortelle sur la colonne vertébrale et le cou. Mais ce n'est que la solution matérielle. Il y a aussi une solution logicielle, l'humain. Les astronautes sont spécialement entraînés pour ces moments, avec une technique connue sous le nom de manœuvre M1. Ils contractent et relâchent rythmiquement les muscles des jambes, de l'abdomen et de la poitrine. Cela empêche le sang de s'accumuler dans la partie inférieure du corps et assure que les organes vitaux, et surtout le cerveau, continuent d'être irrigués. C'est donc un système où la machine et l'humain travaillent en parfaite harmonie. Les sièges répartissent la force. L'humain, lui, gère le flux sanguin. Car si les deux ne travaillent pas ensemble, le résultat est d'abord le grey out, la vision qui se brouille, puis le G-lock, la perte de conscience induite par la force G. Et un astronaute qui perd connaissance au milieu de cet enfer de 4 minutes pourrait ne plus jamais se réveiller. C'est pourquoi ce mécanisme est conçu pour prévenir non seulement le feu extérieur, mais aussi l'effondrement biologique à l'intérieur. Donc, un bouclier qui éteint le feu avec le feu, une trajectoire aussi précise que le ricochet d'une pierre, et des manœuvres biologiques combinées à des sièges qui maintiennent le corps humain à ses limites. Ces 3 mécanismes sont les piliers fondamentaux de la rentrée atmosphérique. Mais ce ne sont que des pièces du tableau d'ensemble, car chacun de ces systèmes repose sur des centaines de sous-systèmes, de capteurs et d'algorithmes informatiques. Comment ce balai complexe de 11 parachutes fonctionne-t-il à la seconde près ? Que calculent exactement les ordinateurs de la capsule pendant ces 4 minutes de silence et quelles micro-corrections effectuent-ils ? Et surtout, comment les leçons tirées des moments quasi catastrophiques des missions Apollo ont-elles façonné ces systèmes modernes ? Car le secret pour ramener un vaisseau spatial ne réside pas seulement dans les grandes pièces, mais aussi dans les détails invisibles mais vitaux qui les relient, et le plus incroyable de ces détails. Et le plus incroyable de ces détails se déroule dans le cerveau de la capsule pendant ces 4 minutes de silence. Car la capsule Orion n'est pas complètement aveugle et sourde pendant ce blackout de communication. Bien au contraire. À ces moments-là, elle est plus éveillée que jamais, ce qui nous amène au 4e mécanisme, le guidage et le contrôle autonome. Et pendant ces 4 minutes, la capsule ne peut pas parler à Houston, mais elle se parle à elle-même.
Elle dispose d'un ordinateur de vol qui traite des milliers de fois par seconde les données provenant de centaines de capteurs. C'est comme le pilote automatique d'un avion moderne, mais dans une version beaucoup plus avancée. Ce système surveille en permanence les oscillations, les rotations et les déviations de la capsule dans l'atmosphère, et à la moindre déviation, il intervient instantanément. Il le fait à l'aide de petits propulseurs à fusée placés autour de la capsule. Ces propulseurs éjectent du gaz d'azote pour effectuer des micro-corrections dans la position de la capsule. Ils s'assurent ainsi que le bouclier thermique reste toujours à l'angle exact où il doit être. Une déviation d'un seul degré par rapport à cet angle pourrait entraîner une surchauffe de certaines parties du bouclier et conduire à une catastrophe. C'est pourquoi ce système autonome n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue. Dans les missions Apollo, une partie de ces corrections était effectuée manuellement par les pilotes. Mais, sur Orion, ce processus est presque entièrement automatique, car les ordinateurs peuvent réagir beaucoup plus rapidement et précisément que les humains, surtout quand cet humain essaie de ne pas perdre connaissance sous une force de 5G. Ce système est l'ange gardien invisible des astronautes pendant ce moment de silence. Sans même qu'ils s'en rendent compte, il les maintient en vie en peaufinant les réglages de la capsule, car pendant ces 4 minutes, il n'y a pas de droit à l'erreur. Et les ordinateurs ne font jamais d'erreur, du moins, on espère qu'ils n'en feront pas. Mais, lorsque la capsule ralentit et que l'enfer de plasma est derrière elle, la mission ne s'arrête pas, bien au contraire. Une nouvelle phase, tout aussi critique, commence. C'est le 5e et peut-être le plus complexe des mécanismes, le système de déploiement des parachutes. Il ne s'agit pas simplement d'ouvrir quelques parachutes, c'est un ballet délicatement chorégraphié, où 11 événements distincts se déroulent dans une synchronisation parfaite. Tout commence à une altitude d'environ 8 km, avec le lancement par une explosion pyrotechnique de 2 petits parachutes pilotes. Le diamètre de ces parachutes n'est que d'1,5 mètre. Non, leur mission n'est pas de ralentir la capsule, mais de l'orienter dans la bonne direction et de la stabiliser. C'est comme un danseur qui trouve son équilibre avant un grand saut. Une fois que les parachutes pilotes ont fait leur travail, 2 parachutes de freinage, les drogues, de 6 mètres de diamètre chacun, entrent en action. Ils coupent la vitesse de la capsule, qui tombe à près de 500 km/h, comme un frein d'urgence. Ces parachutes doivent résister à une tension énorme. C'est pourquoi, lors des tests de développement, ils ont été délibérément poussés jusqu'à la défaillance, car les ingénieurs devaient connaître précisément leurs limites de résistance. Lorsque les parachutes de freinage ont ralenti et stabilisé la capsule, la phase finale et la plus spectaculaire arrive. 3 parachutes principaux géants de plus de 30 mètres de diamètre, chacun se déploie successivement. Ces parachutes sont si grands que chacun pourrait couvrir un terrain de football, et la partie la plus ingénieuse de ce système est la philosophie de la redondance. Orion peut amérir en toute sécurité avec seulement 2 de ces 3 parachutes principaux. Dans certains scénarios, même un seul parachute principal offre une chance de survie. C'est une leçon tirée d'un incident survenu lors de la mission Apollo 15. Lors de cette mission, l'un des 3 parachutes principaux ne s'était pas déployé. Mais la capsule avait quand même atterri en toute sécurité, car le système était conçu pour tolérer une défaillance. Sur Orion, cette philosophie a été poussée encore plus loin. C'est pourquoi ce système en 11 parties n'est pas seulement une merveille d'ingénierie, mais aussi un monument aux leçons apprises des erreurs passées. Et la plus tragique de ces leçons nous amène au 6e et dernier mécanisme, la trappe d'évacuation de nouvelle génération. C'est bien plus qu'une simple pièce de matériel. C'est une dette de conscience. En 1967, lors des tests au sol de la mission Apollo 1, un incendie à l'intérieur de la capsule a coûté la vie à 3 astronautes, Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee. La cause de leur mort n'était pas seulement l'incendie. La vraie raison était qu'ils n'avaient pas pu ouvrir la porte de la capsule à temps. La conception de la porte de l'époque s'ouvrait vers l'intérieur et possédait un mécanisme de verrouillage complexe. Lorsque la pression à l'intérieur de la cabine a augmenté pendant l'incendie, il est devenu impossible d'ouvrir cette porte. Cette terrible tragédie a changé radicalement la culture de la sécurité à la NASA. Et le résultat le plus concret de ce changement est la trappe d'évacuation de la capsule Orion. Cette porte s'ouvre vers l'extérieur, et d'un seul mouvement, elle peut être entièrement ouverte en moins de 3 secondes. Cette conception garantit qu'en cas d'urgence, les astronautes ou les équipes de sauvetage peuvent ouvrir rapidement la porte,
quelle que soit la pression à l'intérieur de la cabine. Alors qu'il fallait des minutes pour ouvrir la porte d'Apollo 1, il faut quelques secondes pour ouvrir celle d'Orion. Cela peut sembler être un simple changement de conception. Mais ce changement est intervenu après une leçon qui a coûté la vie à 3 hommes. C'est pourquoi cette porte n'est pas seulement un morceau de métal, c'est une promesse faite à Gus Grissom, c'est l'assurance qu'une telle erreur ne se répétera jamais. Et cela reflète la vérité la plus fondamentale de l'exploration spatiale. Chaque boulon, chaque câble, chaque protocole raconte l'histoire soit d'une victoire, soit d'une tragédie. Et ainsi, le tableau se complète. Un bouclier qui utilise le feu, une trajectoire qui vise le trou d'une aiguille dans l'espace, des systèmes qui repoussent et protègent les limites du corps humain. La veille silencieuse d'un ordinateur, un ballet en 11 parties qui s'ouvre dans le ciel, et une porte façonnée par les leçons d'une tragédie. Tous ces mécanismes se réunissent pour survivre à cet enfer de 4 minutes et à l'atterrissage qui s'ensuit. Tous sont le fruit de décennies d'accumulation de savoir, du travail de milliers d'ingénieurs et du résultat d'innombrables tests. Mais, tous ces détails techniques, cette physique et cette ingénierie froide ne sont qu'un aspect de la question. Car ce qui est vraiment passionnant, c'est le drame humain qui se déroule au moment où tous ces systèmes se rejoignent. Que se passe-t-il dans la salle de contrôle de Houston pendant ces 4 minutes de silence, alors que les horloges tournent, que les écrans sont figés, et que le reste de l'humanité retient son souffle? Et qu'en est-il de l'explosion d'émotions créée par les premiers mots venus de la radio, Kako, dans la première seconde où le silence est rompu? Car maintenant, nous laissons la technique de côté et nous nous dirigeons vers le cœur de ce moment, vers le sommet le plus pur et le plus tendu de l'expérience humaine. Car maintenant, nous retournons à l'instant où tout a commencé, et l'instant où le silence a commencé. Et cet instant est le premier acte de l'un des plus grands drames de l'histoire. Et le plus incroyable de ces détails se vit au centre de contrôle de mission de Houston, au cœur même de ce silence. Car maintenant, nous laissons de côté la technique, la physique et l'ingénierie, car il est temps d'assister à l'impact de cet instant où tous ces systèmes convergent sur l'esprit humain. Le rythme s'accélère, on retient son souffle, car maintenant, nous entrons dans cet enfer de 4 minutes, seconde par seconde. Ce n'est pas seulement le moment le plus critique d'une mission spatiale, c'est l'anatomie en direct de l'un des moments les plus tendus, les plus dramatiques et les plus honnêtes de l'histoire de l'humanité. Soyez prêts, car nous atteignons maintenant le point culminant. Par le drame épique créé par chaque seconde de ces 4 minutes de silence, et tout commence avec cet instant, le blackout des communications. Seconde 0. Un instant auparavant, les écrans de Houston étaient inondés de centaines de flux de données provenant de la capsule. Température, pression, vitesse, orientation, les battements de cœur des astronautes, tout était là. Mais, ensuite, lorsque la capsule pénètre dans cette couche mortelle de l'atmosphère à 120 km d'altitude, tout s'arrête, soudainement. Comme si on avait appuyé sur un seul bouton, tous les écrans se figent, les chiffres se bloquent, les lumières vertes passent au jaune, puis au rouge. Le contrôleur des communications à Houston annonce ces 2 mots, sans un milligramme d'émotion dans la voix, LOS, Loss of Signal, perte de signal. Oh, c'était un moment attendu. Mais le fait qu'il soit attendu ne le rend pas moins terrifiant, car à partir de cet instant, les 4 astronautes s'y sont complètement coupés du reste de l'humanité. Ils sont seuls au monde. Au contrôle de mission, un silence s'installe. Mais ce n'est pas un silence calme, c'est le silence avant la tempête. Des centaines de contrôleurs fixent leurs écrans figés. Mais ce qu'ils voient n'est pas seulement des chiffres, ils voient les 4 vies derrière ces chiffres. Le directeur de vol note l'heure de cet instant, 20h03, début du blackout. Et à partir de cet instant, dans cette salle dotée de la technologie la plus avancée de la planète, il ne reste qu'une seule chose à faire, attendre. Comment est-ce possible ? Au XXIe siècle, au cœur de l'avancée technologique, la plus audacieuse de l'humanité, être condamné à l'acte le plus primitif, c'est-à-dire attendre. C'est le moment d'humilité de la technologie, c'est le moment de la victoire absolue de la physique sur l'ingénierie. Et chaque personne dans cette salle est écrasée par le poids de cette vérité. Mais l'enfer extérieur ne sait pas attendre. Première minute, le pic thermique, un moment, IM possible, car la température à l'extérieur de la capsule atteint son point le plus élevé.
Exactement 2760 degrés Celsius. Ce chiffre à lui seul ne signifie rien, comparons-le. Un four crématoire fonctionne à environ 1000 degrés. La lave volcanique est à environ 1200 degrés. L'acier se liquéfie à 1500 degrés. Or, la température à laquelle le bouclier est exposé est suffisamment élevée pour vaporiser l'acier. C'est la moitié de la température de surface d'une étoile, et au milieu de cet enfer, seul le bouclier avcoate de quelques centimètres d'épaisseur protège la vie de 4 humains. Mais, comment est-ce possible? Car le bouclier ne bloque pas la chaleur, il l'utilise, il se carbonise, il s'évapore, et il rejette cette chaleur mortelle avec lui dans l'espace. Mais, ça, c'est la théorie. La réalité, c'est que sur Artemis 1, cette théorie s'est fissurée. Les poches de gaz à l'intérieur du bouclier ont fait exploser le matériau de l'intérieur. Et maintenant, à cet instant précis, à l'intérieur de ce four à 2760 degrés, les mêmes bombes potentielles chauffent à nouveau. Le pari du changement de trajectoire fait par les ingénieurs de la NASA va-t-il fonctionner? Ou ces poches de gaz vont-elles cette fois ouvrir une brèche mortelle? Personne ne le sait. Dans les arrière-salles de Houston, les ingénieurs qui ont conçu ce bouclier retiennent leur souffle. Leur carrière, leur réputation et surtout leur conscience dépendent de la résistance de quelques microns de ce matériau en cours de carbonisation. Aucune expression sur leur visage, ce sont des professionnels. Mais leurs cœurs, tout comme ce bouclier, sont à leur propre température de pointe, et l'enfer tente maintenant de s'infiltrer. 1 minute et demie, le pic physique, un monstre invisible. Il revient prendre sa revanche sur des corps habitués à la pesanteur. La force G, et elle atteint un niveau record. 5G. Qu'est-ce que cela signifie? Un astronaute de 80 kg est à ce moment écrasé contre son siège par une force de 400 kg. C'est comme si un petit piano vous tombait dessus. Le sang se rue du cerveau vers les jambes. Le cœur travaille comme un fou pour pomper le sang vers le haut contre cette force incroyable. Les yeux commencent à se voiler. La main froide de la perte de conscience est sur la nuque des astronautes. Comment est-ce possible? Comment un corps qui a flotté comme une plume pendant 10 jours peut-il supporter cet écrasement impitoyable? La réponse, l'entraînement et la technologie. Les astronautes appliquent la manœuvre M1. Ils contractent leurs muscles pour maintenir le sang dans le cerveau, mais c'est une bataille douloureuse. Et à ces moments-là, le seul son à l'intérieur de la capsule est celui des respirations difficiles et des dents serrées. Le médecin de vol, à sa console de Houston, regarde les données biométriques figées. Fréquence cardiaque, dernière donnée 140. Pression artérielle, inconnue. Niveau d'oxygène, inconnu. Il ne peut qu'espérer que les astronautes exécutent parfaitement, au péril de leur vie, ces manœuvres qu'ils ont répétées des centaines de fois dans le simulateur. Car à cet instant, ces 4 humains ne sont pas seulement dans une boule de feu, ils sont aussi au bord de la trahison de leur propre corps. C'est le test le plus pur, le plus sauvage de l'endurance humaine. 3e minute, le fantôme d'Apollo 13, un tournant. Le pic thermique est passé, les forces G ont commencé à diminuer. C'est techniquement, ils ont surmonté le plus dur. Mais, c'est maintenant que commence le moment le plus terrifiant, la guerre psychologique, car selon les calculs, il ne reste que 60 secondes avant la fin du blackout. Mais, et si les calculs étaient faux, tout comme il y a 56 ans, Apollo 13, lors de cette mission, le blackout n'a pas duré 4 minutes, mais 6 minutes complètes, ces 120 secondes supplémentaires ont semblé être un siècle pour le contrôle de mission. Et pendant ces 120 secondes, tout le monde a pensé que ces 3 astronautes étaient morts. Maintenant, le même fantôme hante la salle de contrôle d'Artemis 2. Tout le monde regarde sa montre. 3 minutes 30, 3 minutes 45, 4 minutes, et le silence persiste. Comment est-ce possible? Et comment les calculs les plus précis, effectués par les ordinateurs les plus modernes, peuvent-ils se tromper? La réponse? La physique est parfois une farceuse cruelle. Une infime déviation de la trajectoire peut prolonger la durée du plasma. Et à cet instant même, les contrôleurs les plus expérimentés de la salle ressentent cette peur froide dans leur cœur. Et si l'histoire se répétait? L'œil du directeur de vol est sur la liste des protocoles d'urgence. Il sait quand il devra prendre la décision. La décision d'activer les équipes de recherche et de sauvetage. Mais, sera-ce pour chercher des survivants ou une épave? Tout le monde retient son souffle, attendant ce grésillement.
le grésillement le plus important de l'univers. Et ce grésillement ne vient pas. 4 minutes et 1 seconde. 4 minutes et 2 secondes. Ah, le silence n'est plus une attente, c'est une torture. Et juste au moment où l'espoir s'amenuise, 4 minutes et 5 secondes, quelque chose se produit, quelque chose d'impossible, un miracle, un grésillement, un bruit statique. Mais pour chaque personne dans cette salle, c'est un son plus beau que la 9e symphonie de Beethoven. Et puis, cette voix, fragmentée, mais elle est là. Stone, Dicey, Edu. Le Capcom n'attend pas une seconde. Sa voix est celle d'un professionnel calme. Mais, ces mots sont une déclaration de victoire. Integrity, Houston, on vous reçoit 5 sur 5. 5 sur 5. Le niveau de signal le plus clair. Ils ont réussi, ils ont traversé l'enfer, et ils sont revenus. À cet instant, une vague se propage dans le centre de contrôle de mission. Mais, ce n'est pas un cri de joie. Bon, c'est un soulagement contenu, des poings qui se heurtent, des sourires fatigués, et peut-être, dans un coin que personne ne voit, quelques larmes qui coulent en silence. Car ils n'ont pas seulement ramené un vaisseau spatial, ils ont ramené ces 4 personnes. Et à cet instant, les écrans de télémétrie s'animent, les données affluent comme un torrent. Mais, plus personne ne regarde ces données, tout le monde écoute ces voix, fatiguées mais vivantes, qui sortent de ce haut-parleur. Mais, tout ce drame, ce moment de victoire, cette épopée humaine, soulève une question plus grande. Oui, ils ont réussi. Mais comment ? Comment tout a-t-il pu bien se passer alors que tant de choses auraient pu mal tourner ? Et plus important encore, qu'est-ce que ce voyage terrifiant, cette épreuve du feu, leur a appris ? Et qu'est-ce que cela nous apprendra, à nous, l'humanité ? Car ce n'est pas seulement la fin d'une mission, c'est seulement le début de quelque chose de beaucoup plus grand, et les secrets de ce début. Et les secrets de ce début étaient cachés dans les données qui affluaient à ce moment-là comme un torrent vers Houston, car ce n'était pas seulement une histoire de survie, c'était aussi une histoire de découverte. Ces 4 minutes de silence allaient dire à la NASA non seulement si l'équipage reviendrait, mais aussi si l'humanité retournerait sur la Lune. C'est pourquoi, lorsque ces données ont commencé à arriver, un autre drame se jouait dans les arrière-salles du centre de contrôle de mission, le drame des ingénieurs du bouclier thermique. Ils ne se souciaient ni des applaudissements ni du soulagement. Leurs yeux étaient rivés uniquement sur ces chiffres, et ces chiffres racontaient un miracle. Le pari de la NASA avait fonctionné. Ce n'était pas seulement un succès, c'était le premier pas d'une révolution, et le premier paquet de données est arrivé. Le destin du bouclier. Le résultat était incroyable. Mais il était là. Les chiffres ne mentent pas. Lors de la mission Artemis 1, certaines parties du bouclier avaient subi une usure jusqu'à 100% supérieure à la normale, soit 2 fois plus, c'était le seuil de la catastrophe. Mais les données d'Artemis 2 étaient complètement différentes. Cette trajectoire plus abrupte, plus agressive, avait fonctionné, et bien mieux que prévu. Le taux d'usure du bouclier était resté dans les valeurs nominales prévues sur la quasi-totalité de la surface. Mais dans certaines zones, l'usure était même inférieure de 15% aux prévisions. L'exposition de seulement quelques secondes à la température de pointe de 2760 degrés n'avait pas permis à ces dangereuses poches de gaz à l'intérieur du matériau d'atteindre une pression destructrice. C'était la victoire de l'un des plus grands compromis d'ingénierie de l'histoire. Les ingénieurs avaient sauvé la vie du bouclier en poussant un peu plus la résistance des astronautes. Comment était-ce possible ? Un changement de trajectoire de quelques degrés pouvait-il faire une si grande différence ? Oui. Car la physique de l'atmosphère repose sur un équilibre précaire. Et les ingénieurs de la NASA avaient parfaitement calculé cet équilibre. À cet instant, le chef de l'équipe des ingénieurs du bouclier a simplement hoché la tête. Il n'a pas dit un mot. Car les mots n'étaient pas nécessaires. Le poids qui venait de quitter ses épaules était de plusieurs milliers de tonnes. Ils ont compris à ce moment-là, ils n'auraient pas besoin de redessiner le bouclier pour Artemis 3. L'humanité retournerait sur la Lune, et la porte de ce voyage avait été ouverte par les données de cet enfer de 4 minutes. Ce n'était pas un tremblement de terre dans le monde scientifique, mais une confirmation. La confirmation qu'une décision risquée mais calculée s'était soldée par une victoire. Mais la véritable épopée a commencé après la fin du silence. Les parachutes. C'était un ballet céleste en 11 actes.
Et chaque acte était plus épique que le précédent. Quelques minutes seulement après la fin du silence, à 8 km d'altitude, le premier événement s'est produit. 2 parachutes pilotent et une explosion pyrotechnique, 2 petits morceaux de soie. Mais ils étaient la première note de la symphonie, car leur mission n'était pas de ralentir la capsule. Leur mission était d'aligner parfaitement ce morceau de métal géant tombant à 500 km/h pour la phase suivante. C'était l'opération d'équilibrage la plus précise de l'histoire, et elle a fonctionné à la perfection. Mais ce n'était que le début, le vrai choc est survenu lorsque les parachutes de freinage, les drogues, se sont déployés, chacun de 6 mètres de diamètre. Quand ils se sont ouverts, la capsule a heurté comme un mur invisible. En quelques secondes, sa vitesse est passée de 500 à 300 km/h. C'était une décélération d'environ 55 mètres par seconde. Bon, c'était un freinage plus violent que le freinage le plus dur d'une voiture de Formule 1. Comment était-ce possible ? Comment ce tissu de soie pouvait-il résister à une force aussi colossale ? La réponse résidait dans la conception. Ces parachutes n'étaient pas une seule pièce de tissu, mais une structure incroyablement solide formée de dizaines de bandes cousues ensemble. Et cette conception était le résultat de dizaines de milliers de tests menés par la NASA depuis des décennies. Ce n'était pas seulement une descente, mais aussi une leçon d'histoire de l'ingénierie. Et puis, le dernier acte, le plus grandiose, les parachutes principaux, c'était la visualisation de l'impossible. Lorsque les parachutes de freinage ont terminé leur travail, 3 paquets géants se sont séparés de la capsule. Et lorsque ces paquets se sont ouverts, le ciel s'est rempli de 3 dômes géants orange et blanc. Chacun avait un diamètre de 35 mètres. Chacun était plus grand qu'un terrain de football américain. Au total, une surface de tissu d'environ 3000 mètres carrés. C'était la plus grande surface de parachute jamais déployée pour un véhicule spatial habité dans l'histoire. Ces 3 voiles géantes ont réduit la vitesse de la capsule à celle d'un cycliste, soit environ 25 à 30 km/h, de 40 000 km à 25 km en seulement 14 minutes. C'était l'exemple le plus épique de la dissipation d'énergie. Comment était-ce possible ? La réponse était la redondance et l'intelligence. Le système était conçu pour effectuer un amérissage en toute sécurité, même si l'un des 3 parachutes tombait complètement en panne avec les 2 restants. La leçon tirée d'Apollo 15, mais, sur Orion, cela a été poussé encore plus loin. La séquence d'ouverture des parachutes était contrôlée avec une précision d'un centième de seconde pour éviter qu'ils ne s'en mêlent. Les ingénieurs des parachutes à Houston, en regardant ce moment en direct, assistaient au plus grand moment de leur carrière. Des années de travail, des milliers d'heures de simulation, des dizaines de tests infructueux, tout cela s'était matérialisé dans la flottaison de ces 3 dômes géants dans le ciel. Ce n'était pas seulement une descente, c'était une victoire de l'intelligence humaine sur la gravité. Et enfin, l'amérissage. Le dernier choc de la mission, ce n'était pas une fin, mais un début, car lorsque la capsule a heurté l'océan Pacifique, une nouvelle opération a commencé, la récupération. La capsule a heurté l'eau à 25 km/h. Cela peut sembler lent, mais c'est quand même un impact brutal. Et quelques secondes après cet impact, la plus grande et la plus complexe opération de sauvetage spatial de l'histoire a commencé. Le navire de la marine américaine, l'USS San Diego, attendait à cet endroit depuis des jours, avec à son bord des plongeurs spécialement formés, des hélicoptères et des équipes médicales. Dès que la capsule a touché l'eau, les plongeurs dans de petits bateaux sont passés à l'action. Leur première mission était de contrôler l'air autour de la capsule, car il pouvait y avoir une fuite de gaz toxique provenant du carburant de la fusée. Mais tout était propre. C'était une autre preuve que les systèmes avaient fonctionné parfaitement. Les plongeurs ont attaché la capsule au navire avec des câbles d'amarrage. Et puis, ce moment est arrivé, l'ouverture de la porte. Ce n'était pas juste une porte, c'était un monument. Le monument à la leçon tirée de la tragédie d'Apollo 1. Le chef de l'équipe de sauvetage a tourné un seul loquet, et cette lourde porte s'est ouverte en douceur vers l'extérieur, en moins de 3 secondes. Comment était-ce possible ? C'était le résultat d'un mécanisme simple mais génial. C'était la garantie que plus jamais des astronautes ne seraient piégés à l'intérieur de leur propre vaisseau spatial. Et quand cette porte s'est ouverte, le premier à sortir fut le commandant Red Wiseman. Il était fatigué. Mais il souriait, et ce sourire disait tout. Donc, une victoire d'ingénierie après une rentrée atmosphérique infernale,
un ballet parfait en 11 actes joué dans le ciel, et un moment de salut qui s'est produit en quelques secondes, écrit avec les leçons d'une tragédie. Tous ces moments montrent non seulement le succès d'une mission, mais aussi la persévérance, l'intelligence et la capacité de l'humanité à apprendre de ses erreurs. Ces moments épiques, ces records, ces limites repoussées, tout cela est incroyable. Mais il est maintenant temps de s'arrêter et de réfléchir. Le rythme ralentit, car toute cette technologie, tout ce drame, toute cette victoire pointe vers une question plus profonde. Ce voyage n'était-il que celui de 4 personnes tournant autour de la Lune et revenant? Ou qu'est-ce que cela signifie pour nous, les milliards de personnes restées sur Terre, cette épreuve du feu, cette audace de défier les conditions les plus impitoyables de l'univers, que dit-elle de notre espèce? Car le véritable héritage de cette mission ne réside pas dans les chiffres ou les records, mais dans ce que ces 4 personnes ont vu par leurs hublots et dans la nouvelle perspective que nous avons vue à travers leurs yeux. Et cette perspective changera peut-être tout, et cette perspective changera peut-être tout, car il est maintenant temps de laisser de côté l'adrénaline, la vitesse et le choc de ces moments épiques. Le rythme ralentit, nous régulons notre souffle. Car il est maintenant temps de nous poser la question la plus fondamentale, la plus profonde et peut-être la plus dérangeante de toutes. Tout ce voyage, cette épreuve du feu, ce contact audacieux avec les limites de l'univers. Que signifie-t-il pour nous, les milliards de personnes vivant sur ce petit point bleu pâle? Ces 4 astronautes ne sont pas seulement revenus d'une mission, ils ont ramené un miroir pour nous, pour le reste de l'humanité. Et lorsque nous regardons dans ce miroir, ce que nous voyons est à la fois incroyablement tragique et incroyablement beau. Nous plongeons maintenant dans la philosophie de ce voyage. Nous essayons de comprendre comment cette mission apporte des réponses nouvelles et bouleversantes aux questions les plus anciennes sur notre place dans l'univers. Et la première chose à laquelle nous sommes confrontés est la plus évidente. Le paradoxe de l'échelle. D'un côté, nous avons le plus grand succès de l'histoire de l'humanité. 4 personnes sont allées à 405 548 km de la Terre, une distance qu'aucun être vivant n'avait jamais atteinte. C'est une démonstration de puissance incroyable. Mais, de l'autre côté, il y a une réalité vue par les hublots de ces 4 astronautes. Comme l'a dit Victor Glover, cette image proche, étrange et irréelle de la Lune. À cet instant, vous comprenez que cette distance record de 405 548 km n'est rien à l'échelle cosmique. Notre galaxie voisine, Andromède, est à 2,5 millions d'années-lumière de nous. Cela représente environ 24 quintillons de kilomètres. Notre distance record, à côté de la distance à la galaxie la plus proche, n'est même pas la distance d'un grain de sable dans un océan. Comment le plus grand pas de notre histoire peut-il être en même temps le plus petit pas dans l'univers? C'est la vérité tragique de la condition humaine. Nous ne sommes pas les maîtres de cet univers. Nous ne sommes même pas les habitants de cet univers. Nous sommes des grains de poussière perplexes qui ont ouvert les yeux un instant dans cet univers. Ce voyage de 405 548 km ne nous montre pas jusqu'où nous pouvons aller. Mais en réalité, à quel point nous sommes confinés dans un petit espace. Car c'est un rappel impitoyable de nos limites physiques. Mais, voici le mais, l'incroyable beauté qui découle de cette petitesse. Et car bien que ces 4 astronautes soient allés physiquement dans un minuscule coin de l'univers, l'information qu'ils ont ramenée, la perspective qu'ils ont apportée, a transporté nos esprits aux confins de l'univers. Nous ne pouvons peut-être pas aller sur Andromède avec nos corps, mais nous y sommes avec nos esprits. À travers les yeux de ces 4 personnes, nous avons aussi vu la face cachée de la Lune. Nous avons aussi été témoins de la Terre flottant dans l'espace comme une bille bleue fragile. C'est pourquoi être physiquement petit ne signifie pas que nous sommes insignifiants. Cela montre que notre force ne réside pas dans nos muscles, mais dans notre conscience. Et vous aussi, vous faites partie de ce paradoxe. Vous aussi, dans ce corps d'1,7 mètre, vous possédez une conscience capable d'imaginer des milliards d'années-lumière au-delà. Vous aussi, debout à la surface de cette petite planète, vous interrogez les plus grands secrets de l'univers. C'est votre tragédie, et en même temps, votre plus grande force. Et cela nous amène à un deuxième et plus profond contraste, solitude et unité. Pensez à ce moment de 4 minutes de silence, 4 humains,
dans une boîte de métal complètement coupée du reste de l'humanité, entourée de milliards de kilomètres de vide. C'est la forme la plus pure, la plus intense de la solitude cosmique. À cet instant, ils étaient les êtres les plus seuls de l'univers. Personne ne pouvait les aider, personne ne pouvait entendre leur voix. C'est une métaphore de la solitude ultime de l'homme face à l'univers. Et car nous sommes, pour autant que nous sachions, seuls dans cet univers immense, silencieux et largement vide. Nous n'avons pas encore établi de contact avec une autre forme de vie consciente. C'est une pensée effrayante. Mais, voici encore ce mais, car même dans ce moment de solitude absolue, ces 4 astronautes étaient en fait plus unis que jamais. Pas seulement entre eux, ils étaient aussi unis avec les centaines de contrôleurs de Houston, qui retenaient leur souffle pour leur sécurité, unis avec les millions de personnes qui les regardaient à l'écran, et surtout, unis avec l'intelligence et le travail accumulé de dizaines de milliers d'ingénieurs, de techniciens et de scientifiques qui les avaient envoyés là-bas. C'est ce bouclier, ces parachutes, ces codes informatiques, tout cela était une manifestation de l'esprit collectif de l'humanité. Ces 4 minutes de silence étaient en fait le plus grand moment de solidarité de l'humanité. Car ce silence nous a montré ceci: peu importe à quel point nous sommes physiquement seuls dans l'univers, nous sommes liés les uns aux autres par des liens invisibles. Et vous aussi, vous faites partie de ce lien. En regardant ce documentaire, vous êtes témoin du voyage de ces 4 astronautes. Vous partagez la tension qu'ils ont ressentie, la victoire qu'ils ont vécue. Vous êtes un nœud de cette conscience collective, et c'est le plus grand antidote à la solitude, car nous sommes peut-être seuls dans l'univers. Mais nous existons les uns pour les autres. Et c'est peut-être la vérité la plus significative de l'univers. Et enfin, le 3e et plus personnel contraste, éphémère et permanent. Cette mission, Artemis 2, a duré 10 jours. La rentrée atmosphérique n'a duré que 14 minutes. Les 4 minutes critiques de silence, comme leur nom l'indique, n'ont duré que 4 minutes. Ce sont des durées très courtes, même à l'échelle d'une vie humaine. Comparées aux 13,8 milliards d'années de l'univers, c'est encore moins qu'un clin d'œil. Cette mission est un néant sur la chronologie de l'univers. Nos vies le sont aussi. Une vie moyenne de 80 ans ne signifie rien sur le calendrier cosmique. C'est la vérité la plus tragique de notre existence. Nous sommes éphémères. Un jour nous sommes là. Le lendemain, nous ne le sommes plus. Tout comme cette mission, nous commencerons et nous finirons. Oui, c'est une pensée mélancolique. Mais, encore ce mot magique, mais. Car cette mission de 10 jours, cet enfer de 4 minutes, est gravée à jamais dans la mémoire de l'humanité, tout comme les missions Apollo. Cette mission fait désormais partie permanente de l'histoire de l'humanité. Cela nous montre ceci: la durée de nos actions ne détermine pas la durée de leur impact. Un court instant peut créer un impact éternel. Le voyage de 10 jours de ces 4 astronautes a peut-être allumé une torche qui inspirera les générations futures pendant des centaines d'années. Et vous aussi, vous faites partie de cette vérité. Votre vie aussi peut être courte à l'échelle cosmique. Mais cela ne signifie pas qu'elle est dénuée de sens. Vos actions, vos paroles, les souvenirs que vous laissez à vos proches peuvent continuer à vivre longtemps après vous. Votre courte vie a aussi le potentiel de créer un impact durable, car ce qui compte n'est pas combien de temps nous vivons, mais la profondeur des traces que nous laissons dans ce court laps de temps. La mission Artemis 2 n'a duré que 10 jours. Mais son héritage peut être éternel, tout comme le vôtre. Alors oui, nous sommes un tout petit point dans cet univers. Mais cela n'empêche pas notre esprit d'être aussi vaste que l'univers lui-même. Oui, nous sommes seuls dans cet univers. Mais cela ne change rien à la force et à la signification de nos liens les uns avec les autres. Et oui, nous sommes éphémères dans cet univers. Chaton mess, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas laisser des traces durables et significatives dans nos courtes vies. Cette mission nous a montré non seulement la face cachée de la Lune, mais aussi cette nature profonde et contradictoire de l'être humain. Mais ce voyage philosophique ne s'arrête pas là, car cette perspective nous mène à une question encore plus fondamentale. Qu'ont ressenti ces 4 personnes lorsqu'elles ont regardé par ces hublots et ont été témoins de ce spectacle jamais vu de la Lune, de la Terre et de ce vide infini? Et que signifient ces sentiments, leurs expériences personnelles, pour nous,
les milliards de personnes qui ne verront jamais ce spectacle de leurs propres yeux. Ah, car le dernier acte de cette histoire n'est pas écrit dans la technologie ou la philosophie, mais dans le cœur de ces 4 humains, et les secrets de ces cœurs. Et les secrets de ces cœurs sont trop complexes et profonds pour être résumés en un seul mot. Car ce que ces 4 personnes ont ressenti en regardant par ces hublots n'est pas une simple émotion, c'est un moment d'illumination vertigineux où la conscience humaine expérimente simultanément ses contradictions les plus fondamentales. À cet instant, vous êtes à la fois le roi de l'univers et un néant. Vous ressentez à la fois un lien infini et goûtez à la solitude la plus profonde. C'est pourquoi nous arrivons maintenant à la dernière étape philosophique de ce voyage. Mais il est temps de toucher aux secrets les plus intimes de ces 4 cœurs, c'est-à-dire aux paradoxes les plus fondamentaux et les plus beaux de la condition humaine, car ces secrets ne leur appartiennent pas seulement, ils nous appartiennent à tous, et cela nous amène à un 4e contraste, contrôle et lâcher-prise. D'un côté, il y a le plus grand monument au désir de contrôle de l'humanité, le centre de contrôle de mission. Chaque écran, chaque bouton, chaque protocole dans cette salle est conçu pour prévoir l'imprévisible, pour contrôler l'incontrôlable. Des milliers de pages de procédures d'urgence, des solutions développées pour chaque défaillance possible. C'est une forteresse de l'intelligence humaine contre le chaos. Mais, de l'autre côté, il y a ces 4 minutes de silence. Oh, à cet instant, les murs de cette forteresse de contrôle s'effondrent. Ces milliers de pages de procédures n'ont plus aucun sens, car il n'y a qu'une seule chose que le contrôle de mission doit faire pendant ces 4 minutes. Rien, juste attendre et s'abandonner. S'abandonner aux lois impitoyables et infaillibles de la physique. Faire confiance aux calculs effectués des années auparavant, aux mains qui ont construit ce bouclier et aux systèmes automatiques à l'intérieur de cette capsule. Comment est-ce possible? Comment l'opération la plus contrôlée de l'histoire de l'humanité peut-elle reposer entièrement sur le lâcher-prise à son moment le plus critique? C'est la plus grande ironie de la technologie. Et elle nous rappelle à quel point, peu importe jusqu'où nous allons, nous sommes impuissants face aux lois fondamentales de l'univers. Elle montre que notre contrôle est une illusion. Mais ce lâcher-prise recèle aussi une beauté incroyable, car ce n'est pas un lâcher-prise aveugle. C'est l'expression d'une croyance, d'une confiance en la connaissance, en la science et en l'effort collectif de l'humanité. C'est la forme la plus pure de dire « Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Maintenant nous faisons confiance à la science. Et vous aussi, vous vivez cette contradiction dans votre vie. Vous aussi, vous planifiez votre vie. Vous essayez de la contrôler. Le nakme. Vous savez aussi que dans les moments les plus importants, parfois la seule chose que vous pouvez faire est de croire que vous avez fait de votre mieux et de vous laisser porter par le courant de la vie, par ce processus en lequel vous avez confiance. Car parfois, le plus grand contrôle est de savoir quand lâcher prise. Et cette confiance nous transporte vers un 5e contraste, passé et futur. Artemis II, comme son nom l'indique, est une mission tournée vers l'avenir. C'est le premier pas pour retourner sur la Lune, pour aller sur Mars. Elle est équipée des technologies les plus récentes. Mais, lorsque vous regardez l'âme de cette capsule de haute technologie, vous n'y voyez pas seulement l'avenir, mais aussi les fantômes du passé. Chaque décision de conception, chaque protocole est façonné par les leçons du passé, en particulier ces tragédies. Cette trappe d'évacuation qui s'ouvre vers l'extérieur porte le fantôme des 3 astronautes qui ont brûlé dans Apollo 1. Ce système de parachute redondant est le reflet des moments de peur vécus lors d'Apollo 15. Chaque inquiétude concernant le blackout de 6 minutes est un héritage du voyage désespéré d'Apollo 13. Comment le chemin vers l'avenir le plus brillant est-il pavé des souvenirs les plus sombres du passé? C'est la vérité tragique mais inévitable du progrès humain. Nous sommes une espèce qui avance en apprenant de ses erreurs. Mais cela ne signifie pas que nous oublions la douleur de ces erreurs et ceux que nous y avons perdus. Nous les portons avec nous. Ils deviennent notre boussole. Mais c'est aussi une vérité pleine d'espoir, car cela montre que même les tragédies les plus terribles peuvent être transformées en leçons pour construire un avenir meilleur. Le passé n'est pas une chaîne, c'est un enseignant. La mort de Gus Grissom est devenue une raison pour que les futurs astronautes vivent. Et vous aussi, vous faites partie de cette dynamique. Vous aussi, vous avez des erreurs, des regrets dans votre passé. Mais
ce passé ne définit pas qui vous êtes. Ce passé est une leçon qui façonne qui vous pouvez devenir. Vous aussi, vous avez le pouvoir de construire un avenir meilleur pour vous-même et pour vos proches en utilisant ces leçons. Car nous ne sommes pas condamnés par notre passé, nous sommes ceux qui ont été formés par notre passé. Toutes ces pensées, ces contradictions, ces paradoxes nous laissent avec une dernière question, peut-être la plus importante. Après avoir vu ce voyage, après avoir été témoin de chaque seconde de cette épreuve du feu, que ressentez-vous? D'un côté, y a-t-il la tristesse écrasante de sentir votre propre petitesse, votre insignifiance face à l'immensité ahurissante de l'univers, la légère mélancolie apportée par la pensée « je ne suis qu'une goutte dans cet océan immense » ou de l'autre, y a-t-il cette incroyable fierté et admiration de voir que cette goutte, c'est-à-dire la conscience humaine, a l'audace de comprendre, de questionner et de défier ce grand océan? L'exaltation de dire « oui, nous sommes petits, mais nous sommes la partie de cet univers capable de se penser elle-même » Qu'est-ce qui est vrai? La réponse est les deux. Car être humain, c'est exactement cela. C'est être capable de porter ces deux émotions opposées en même temps, dans le même cœur. C'est être capable d'accepter à la fois notre tragédie et notre victoire. La mission Artemis II nous a montré cette dualité dans sa forme la plus pure. À quel point nous sommes à la fois fragiles et limités, et à quel point nous pouvons être résistants et audacieux. Et ainsi, nous approchons de la fin de notre voyage. Nous savons maintenant que cette mission n'était pas seulement un vol spatial. Nous savons maintenant que ces 4 minutes de silence n'étaient pas seulement une interruption de communication. C'était un miroir, un moment de méditation où l'univers nous a montré notre propre place. Au cours de ce voyage, nous sommes descendus des sommets de la vitesse et du feu vers les vallées les plus profondes de la philosophie et du silence. Nous avons vu la petitesse de nos dimensions mais l'étendue de notre conscience. Nous avons ressenti notre solitude cosmique, mais la force de nos liens les uns avec les autres. Nous avons compris notre nature éphémère, mais les traces durables que nous pouvons laisser. Nous avons appris comment notre désir de contrôle est équilibré par la sagesse du lâcher-prise et comment le chemin vers l'avenir est éclairé par les leçons du passé. Ce fut un voyage long et difficile. Mais, maintenant, il est temps de rentrer à la maison, tout comme ces 4 astronautes. Mais, comme eux, nous ne sommes plus les mêmes personnes qu'au début de ce voyage, car nous connaissons maintenant le secret de ces 4 minutes. Et ce secret nous fera peut-être voir tout différemment chaque fois que nous regarderons le ciel, car la fin de cette histoire est en fait un nouveau départ. Dans ce voyage, nous avons été témoins de la naissance de l'univers, de ce premier instant. Mais, nous ne vous avons pas posé la question la plus grande, la plus interdite. Qu'y avait-il avant le Big Bang, un néant absolu, ou un cycle né de la mort d'un autre univers? Dans notre prochain voyage, nous irons au-delà du début du temps, vers ce plus grand mystère. Êtes-vous prêts?